Comme un 15 août, les marchés avancent doucement mais sûrement vers de nouveaux plus hauts historiques, portés toujours par les espoirs, avec notamment le sommet ce week-end entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On a même vu en début de semaine les actifs risqués eh bien, poursuivre leur hausse, avec notamment un Bitcoin qui a battu un nouveau record historique. Alors est-ce que finalement nous n'allons pas enclencher une nouvelle vague d'euphorie sur les marchés financiers? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine, ceci va tout changer, du moins on l'espère. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but bien sûr pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil, car vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cette page. Pensez surtout à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. L'espace membre pour celles et ceux qui veulent se former est gratuit sur le site lepodcastdelabourse.fr. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez également bien sûr formation et coaching sur le site. Sur l'espace membre, accessible encore une fois gratuitement, donc on vient de dépasser les 800 membres, donc d'ailleurs merci beaucoup pour cet engouement, c'est très sympa. Donc j'ai rajouté un module récemment, il y en a 3 également qui arriveront, je crois qu'il y en a 2 sur la bourse, il y en a un sur l'immobilier, il y en a un également sur les métaux précieux. Donc voilà, vous avez plusieurs petits modules comme ça, très rapides. Alors, où ce sont des articles intemporels, ou ce sont des mini-vidéos que j'ai tirées d'ailleurs de toutes les vidéos que je réalise depuis, je sais pas, 4 ou 5 ans. Donc voilà, des choses intéressantes pour se former et intemporelles pour se former. Celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez bien entendu nos programmes d'accompagnement qui sont disponibles, MTT Trading Premium et le petit nouveau qui cartonne bien, puisque évidemment c'est un prix d'appel qui est intéressant, MTT Découverte, donc voilà, qui vous donne l'essentiel des marchés. Et d'ailleurs, petit cadeau, donc dimanche, vous savez, sur les programmes MTT, nous avons eh bien, un live que nous réalisons de manière mensuelle avec Michael, et donc avec une thématique en général pédagogique. Et donc ce live là, ce week-end, dimanche à 19h45, donc il y aura bien sûr l'analyse des marchés, il y aura des propositions de trade, etc. Mais il y aura également la thématique de comment moyenner à la baisse en trading. Alors c'est une thématique sur laquelle je dois bien l'avouer, je suis pas bon, peu expérimenté, mais en revanche, Michael, c'est peut-être le trader que je connais qui fait ça vraiment avec, voilà, c'est presque de l'art. Donc je suis très curieux, moi le premier, de voir ce qu'il va nous raconter dimanche, pour voir un petit peu comment on moyenne en trading. Alors en trading et même en swing trading, donc très intéressant ce que certainement va nous apporter Michael. Je mettrai donc le lien dans la newsletter, donc toutes celles et ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous recevrez le lien automatiquement quelques heures et quelques minutes avant. Je le mettrai également sur les réseaux sociaux, voilà, pour celles et ceux qui veulent se connecter. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire en live également. Donc voilà, pour celles et ceux qui veulent venir, avec grand plaisir. Je remercie comme d'habitude mes partenaires qui me permettent de réaliser tout ça gratuitement. Trade République pour l'épargne long terme DCA. Urutia, gestion privée, avec qui d'ailleurs on va publier, je pense, à la rentrée, une vidéo passionnante sur le Luxembourg. Il y a également des produits structurés. Alors, il y en a pas mal qui m'ont demandé s'il y avait des nouveaux produits structurés sympas. Il y en a 2 là qui sont pas mal. On va voir lequel on vous présente avec Olivier. Il y en a un qui est pas mal sur FDJ avec une rémunération intéressante. Et il y a un combo également, un autre avec le luxe, avec LVMH.
additionnés à Montclair, donc voilà, qui ont bien baissé. Donc il y a peut-être des choses intéressantes à regarder du côté de la gestion privée. Je vous préviendrai dès lors que je publierai la vidéo. Bien sûr, pour Realtime qui m'accompagne, tout, tout au long de toutes mes analyses. Bitvavo qui carton plein, hein. Bitvavo, c'est vrai que là c'est 100% de satisfaction pour celles et ceux qui y adhèrent. C'est vrai que c'est une application et c'est vraiment un exchange de très grande qualité en termes de spread, en termes de frais, en termes de suivi, de service client. C'est vraiment très très bien, donc voilà, il y a même une version de trading dessus. Donc vraiment j'insiste parce que c'est vraiment un partenaire de très grande qualité, et le petit nouveau, qui est aucoffre.com, qui nous a rejoint également. D'ailleurs, normalement, je vous le dirai, je serai au Salon du Patrimoine à Lyon. Alors, j'ai plus les dates en tête, excusez-moi, mais c'est au mois de septembre. Je crois que c'est aux alentours du 20, 22, 23, quelque chose comme ça. Ou 25, j'en sais rien. Je serai au stand de Aucoffre. Donc, s'il y a des Lyonnais ou de la région lyonnaise qui veulent venir boire un petit café, avec grand plaisir pour se voir là-bas. Voilà, cette semaine, en début de semaine, donc je vous ai réalisé la vidéo sur les cryptos. Donc, allez voir cette vidéo. Vraiment, allez voir cette vidéo. Parce qu'il y a des configurations qui sont intéressantes. Je ne sais pas, encore une fois, je suis pas Madame Irma, je ne sais pas si les configurations vont finir par casser par le haut ou par le bas, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les rations gain-risque sont exceptionnelles. Et j'en entends qui disent c'est déjà parti. Non, attention, les altcoins notamment, la plupart ne sont pas encore partis, donc on a encore le temps pour celles et ceux qui sont en retard. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous souhaitez avoir des idées. J'ai réalisé 1 heure de vidéo, c'est mon engagement tous les mois de vous faire depuis le début de l'année. Je tiendrai mon engagement jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, allez voir cette vidéo, s'il vous plaît. Je suis sûr que cela va vous intéresser. Par contre, ne faites pas all-in hein, sur les cryptos. Voilà, ne vous enflammez pas non plus. Les configurations sont intéressantes, mais il n'y a pas besoin sur les crypto-monnaies de faire des grosses tailles de position. Tellement de volatilité que honnêtement, ça sert à rien. On passe donc au programme de cette vidéo. Ceci va tout changer avec, bien entendu, on parlera du CAC hein, et du CAC Small. Ensuite, on parlera des actions. Il y a beaucoup d'actions. Alors, il y a pas mal de nouveaux cette semaine. J'ai essayé de faire rentrer quelques nouvelles. On a du AXA, Dassault Systèmes, Bouygues, Veolia, ArcelorMittal, Carrefour, Kering, Unibail, Pluxee, Amundi, Derichebourg, Rémy Cointreau, StreamYard, Alphen, Reworld, ADN, de CRSI, Solocal qu'on avait vu, Worldline également, Médian Technologies, Michelin Publicis, ASML, Holding, Osimmuno, Française des Jeux, justement, Walix, Valorec, Nanobiotics, Pullup, Emeis, l'ancien Orpea, et puis on partira aux States avec Visa United Health, dont tout le monde parle beaucoup, Novo Nordisk, dont tout le monde parle beaucoup, D-Wave Quantum, Stoneco, AMD, Apple, Nvidia, et puis la surprise cette semaine, c'est qu'il y aura 5 titres à suivre. Je vous ai sélectionné 5 titres à suivre, 2 un peu long terme à suivre, un peu entre les deux, et 2 un peu plus spéculatifs, donc vraiment restez jusqu'à la fin, et à la fin, vous aurez bien sûr le screener Trend Following. Alors, eh bien, on va attaquer, hein, parce que, mine de rien, le temps passe. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible. On démarre avec, bien entendu, le résumé de la semaine. Pour rappel, on reprendra très certainement à la rentrée, on reprendra les questions de la semaine. Je réfléchis encore parce que je m'aperçois que vous aimez quand même beaucoup sur les vidéos hebdo avoir le plus de titres possible, ce que je comprends. Donc à voir si je ferai pas un format spécifique, puisque je vous ai dit, il y a des nouveaux formats qui vont arriver. Donc peut-être que les questions de la semaine, on fera un format spécifique justement en semaine. Je vais voir, je vais réfléchir. Si vous avez des idées, des suggestions, eh bien, je les écoute aussi bien volontiers. Il y aura aussi des thématiques sur des titres, alors j'allais dire étrangers, mais bien sûr, dans ces vidéos, on fait des titres étrangers, mais en général, je reste sur France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et les États-Unis. Donc, on va voir si on peut pas faire des thématiques, si vous avez des listes de thématiques sur d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, l'Australie, que sais-je. En ce moment-là, on pourra éventuellement faire des vidéos spécifiques sur ces pays-là et sur des titres sur ces pays-là. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées mail de toute façon dans les descriptions. Celles et ceux qui veulent donner un coup de main, c'est avec grand plaisir.
Alors, le résumé de la semaine, bon, on va pas faire très très long parce qu'il s'est pas passé grand-chose cette semaine, quoique, d'abord, la saisonnalité, on le sait, bon, le mois d'août, surtout la deuxième quinzaine, on va le voir, en général, est moyen. Pour le moment, c'est du zigzag qui ressemble grosso modo à la saisonnalité. Attention quand même à septembre. On verra si cette année est différente ou pas. Évidemment, les choses ne sont jamais certaines. C'est la même chose pour, bien entendu, le Nasdaq, qui est sur une période un peu moyenne. Au niveau de la saisonnalité du S&P, on le voit, ben, grosso modo, vous avez une période sur le mois d'août qui est beaucoup en zigzag, c'est grosso modo ce qu'on vit quand même, hein, notamment sur les grosses caps et notamment sur les grosses caps américaines. Tiens, on parlait de Nvidia, on la regardera d'ailleurs à la fin. Bon, on s'aperçoit que Nvidia, ça fait quand même 15 jours, 3 semaines que bah, elle fait du zigzag. Il y a par contre d'autres choses à faire parce qu'il y a à côté des valeurs qui commencent à se réveiller, il y a des configurations qui commencent véritablement à se surveiller. Donc voilà. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ça aucun endroit. Donc pas réellement de surprise. Également, là, voilà, sur le mois d'août, on le voit sur le Dow Jones. Alors le Dow Jones est peut-être celui qui a un mois d'août le plus haussier finalement. Et d'ailleurs, il surperforme hein, depuis quelques jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais lui aussi, malheureusement, subit généralement la chute de la rentrée. Le Nasdaq. Pareil, résilient, mais grosso modo, il fait pas grand-chose à partir du 15 août jusqu'à début septembre. Le DAX, lui, souffre un petit peu plus. D'ailleurs, il a aussi un petit peu plus souffert ces dernières semaines. Donc voilà, c'est vrai aussi donc pour le DAX. Et notre cher ami le CAC 40, eh ben lui, là, pour le moment, on peut avoir également une saison. Donc on a eu des difficultés, on l'a vu, hein, jusqu'à la semaine dernière. Donc on a tapé d'ailleurs le bas de range, de figure, on verra techniquement, chacun se fera son avis d'ailleurs, c'est pas très grave hein, qu'on soit pas d'accord sur le fait que ce soit un range ou un biseau, voilà, je vois certains se disputer sur les réseaux pour des détails comme ça. Bon les gars, il y a des choses plus graves dans la vie. Hein. Donc voilà, grosso modo, on en est là pour le CAC 40, on en est par là, donc on peut avoir cette petite vague là, cette petite vague sur la dernière quinzaine. Voilà, c'est pas à exclure non plus. Au niveau des performances, donc arrêtées à juillet, hein, bien entendu, on voit surtout hein, l'écart de performance notable entre le CAC Small et le CAC 40. Écart qui se réduit légèrement sur ce début du mois d'août, puisqu'on va le voir sur les indices. Et techniquement, vous avez un CAC Small qui congestionne point haut, et donc qui n'a pas fait grand-chose ces derniers jours. Et vous avez un CAC 40 qui, lui, après avoir bien baissé la semaine dernière, s'est bien repris cette semaine et revient sur le haut de la figure. Donc on verra là aussi que c'est assez intéressant. Voilà, là aussi en termes de perf, hein, le mois d'août généralement moins 1,3 sur le CAC et plus 1,2. Non, pardon, je dis une bêtise, moins 1,3 sur le CAC et moins 0,5 sur le small. Donc voilà, grosso modo, c'est flat. Hein. Au niveau de l'agenda des publications, c'est encore très très calme, mais ça va le rester, tant mieux, tant mieux, jusqu'à la dernière semaine du mois d'août. On aura un petit réveil de publication la dernière semaine d'août et les 15 premières de septembre, et puis ça va s'accélérer à partir de mi-septembre. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est la même chose. On a eu encore quelques publications cette semaine qui ont été intéressantes. Voilà, vous avez eu Cisco notamment, vous avez eu Kava, vous avez eu bon voilà GoPro en début de semaine, vous avez eu donc voilà quelques publications. Alors les plus grosses sont passées, hein, bien évidemment, mais malgré tout, il y a quelques publications qui ont eu lieu. Voilà, donc on est toujours porté bien évidemment hein, par bien entendu comment dirais-je, l'ambiance aux États-Unis, avec un Trump qui s'agace de plus en plus, et on l'a vu, évidemment, qu'il y a ce désaccord hein, entre Trump qui souhaite que Powell baisse les taux, Powell qui ne veut pas le faire. On l'a vu, eh bien, les prix, l'indice des prix à la... Alors là, c'est pareil, hein, il y a eu beaucoup d'affolement, j'ai vu beaucoup d'affolement. Des prix, là, il y a eu une hausse des prix à la production, ce qui, en effet, pourrait impacter les prix in fine
de 0,9%, donc au-delà des attentes, mais les attentes étaient nulles sur ce prix à la production. Comment peut-on, moi c'est ça ma question, comment des analystes peuvent prévoir qu'il n'y aura pas une légère augmentation des prix à la production avec les droits de douane qui ont été impliqués? C'est impossible. Donc évidemment, moi ma surprise, c'est presque que le prix à la production ont été relativement faibles à la hausse. D'ailleurs, c'est ce que le marché a interprété. Et d'ailleurs, quand on regarde le détail des prix à la production, catégorie par catégorie, finalement, eh bien, les consommateurs seront très peu impactés pour le moment avec les données qu'on en a, hein, bien entendu. Donc beaucoup d'affolement pour rien. Est-ce qu'il va y avoir de l'inflation? Alors, je vais répéter, parce que alors, je me suis peut-être mal exprimé, je vais répéter ce que j'avais dit. Pour moi, il n'y aura pas d'inflation. Alors, quand je dis il n'y aura pas d'inflation à cause des droits de douane, je parle d'inflation majeure. Et évidemment qu'il y aura toujours de l'inflation. Il y a toujours eu de l'inflation. Le monde est né et mourra avec de l'inflation. Donc, il y aura toujours 2 à 3% d'inflation. Est-ce que ce sera 2? Est-ce que ce sera 3? J'en sais rien. Mais pour moi, 3%, c'est de l'inflation, mais c'est pas de l'inflation majeure. Donc, est-ce que les droits de douane vont amener une inflation majeure? Si c'est le cas, et je me répète, ce sera très provisoire. Ce sera très provisoire pour une raison bien simple que j'ai déjà expliqué. Si demain matin, les 25% de droits de douane sur l'iPhone sont appliqués directement sur les prix et que vous devez payer votre iPhone 25% de plus du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre iPhone, vous ne l'achèterez plus, tout simplement. Et donc, si on ne l'achète plus, ça crée quoi? Ça crée forcément derrière potentiellement une dynamique de croissance négative, et puis derrière vous avez des entreprises qui commencent à baisser les résultats, derrière potentiellement du chômage, derrière une récession, etc., etc. Donc pour moi, encore une fois, s'il y a de l'inflation majeure, ce sera une inflation de papier, c'est-à-dire qu'on va tout de suite dans les étiquettes peut-être mettre la hausse des prix, appliquer la hausse des prix, mais qu'en réalité, vu que les échanges vont être extrêmement faibles, finalement, eh bien, cette inflation forte ne sera pas durable. Maintenant, un petit peu d'inflation, probablement, on passe de 2,2 ou de 2,5 à 3,1 ou 3,2 temporairement, oui, ça c'est possible. Mais pour moi, c'est pas du tout une explosion de l'inflation, ça c'est juste un petit ajustement. Bon, toute la question, en fait, réside dans le fait de comment les entreprises vont impacter, en fait, les droits de douane. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont rogner leurs marges? Et dans ce cas-là, les résultats des entreprises, notamment américaines, et les big tech américaines auront des résultats moindres, donc ça aussi, il faut le calculer. Ou est-ce qu'elles vont le répercuter directement, mais je pense pas, au consommateur, qui lui va du coup moins consommer, et dans ce cas-là, les résultats seront moindres aussi. Donc, en fait, moi, la seule chose que le marché, pour moi, n'a pas pricé, quoique, c'est potentiellement que les résultats des entreprises, des grosses tech américaines, certaines grosses tech américaines, risquent de stagner. Au profit, peut-être, d'entreprises américaines qui sont sur le sol américain, et notamment peut-être quelques mid and small cap américaines. Voilà, donc ça aussi, plus nous, côté européen, peut-être les entreprises qui sont moins exposées aux États-Unis aussi, hein, pourraient profiter de ça. Donc voilà, c'est ce que le marché, pour moi, est actuellement en train de pricer. Donc voilà, encore une fois, oui, vous avez, hop, je suis allé un peu vite, pardonnez-moi, oui, vous avez un petit rebond, effectivement. Donc là, c'est le CPI, mais potentiellement vous allez pouvoir avoir une continuation, mais on revient, à mon avis, on reviendra pas sur les niveaux qu'on a connus en 2022, et si on y revient, ça fera comme en 2022, ce sera très temporaire, parce que ce pic-là va être tué par une absence de consommation. C'est la raison pour laquelle, je me répète, au cas où je me suis mal exprimé, quand je dis il n'y aura pas d'inflation, évidemment, il n'y aura pas d'inflation majeure. De l'inflation, il y en aura toujours, très certainement toujours. Donc voilà, c'est ce qui permet aussi de faire un semblant de croissance d'ailleurs. L'inflation, bon, peu importe. En tout cas, voilà. Mais après, quand on regarde bon, la santé hein, des entreprises, etc., notamment aux États-Unis, il y a quelques graphes quand même, moi, qui m'interpellent. C'est notamment voilà, ce graphe-là, où effectivement, vous avez les prêts qui sont accordés, le nombre de prêts qui sont accordés aux larges, mid et small américaines, entreprises américaines, et on voit que voilà, ces derniers mois, il y a quand même une grosse baisse. Donc ça aussi, la problématique pour moi des États-Unis actuellement, c'est que ben, à un moment donné, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire
Enfin, vous pouvez pas dire si, vous n'avez pas le choix, mais en tout cas, ça va être compliqué économiquement de gérer à la fois des taux hauts parce qu'il y a toujours un résidu d'inflation à 2, 3, 3,5, j'en sais rien, mais il y a toujours ce résidu d'inflation qui fait que ben, vous avez du mal à baisser. Derrière, il y a des entreprises qui peuvent plus emprunter parce que des taux à 3,5 ou à 4, c'est compliqué. Et en même temps, si le taux de chômage est toujours contenu, tout ça fait que c'est très compliqué. Et on peut s'orienter vers une espèce de... Alors, stagflation, normalement, il faut quand même une inflation un peu plus forte que ça. Donc, je dirais, je sais pas comment on pourrait dire, peut-être une petite stagflation. Mais longue, c'est ça le problème, c'est que longue et lente stagflation. Et ça plaira pas à Donald Trump. Donc, le problème, c'est que vous avez toujours l'impression que eh bien, il y a des événements qui vont faire que les caractéristiques de tout ça vont changer. Or, il est possible que ça ne change pas pendant des mois et des mois et que ce soit très très long. Donc tout ceci fait que ça s'oriente aussi vers le scénario principal que j'ai, vous le savez, gros range sur les indices, notamment les indices américains et les grosses capes américaines. Voilà. Donc, surtout quand je vois les valos, surtout quand je vois tout ça, je pense pas, encore une fois, sauf s'il y a une gros pic d'inflation derrière récession, vous aurez effectivement là aussi la même chose sur les grosses capes et sur les indices américains. Mais c'est pas mon scénario privilégié. Je pense que peut-être qu'on va s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus mou et donc, les indices américains auront finalement le même parcours, si je puis dire. Voilà, grosso modo, on ajustera, encore une fois, là c'est des scénarios, et on ajuste, et bon, on s'en fout, j'aurai raison, j'aurai tort, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir un avis objectif, et surtout d'avoir un avis évolutif, c'est-à-dire en fonction des éléments que l'on va avoir, les choses peuvent évoluer. Là aussi, on le verra après, il peut y avoir des éléments macroéconomiques, géopolitiques, qui changent la donne, on en a eu ces dernières années. Menace donc d'une action en justice majeure. Donc Donald Trump a de nouveau menacé Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, en évoquant une première fois d'éventuelles poursuites judiciaires, une montée en grade des tensions. Donc évidemment, c'est ce qu'on disait. Hein, donc Trump est mécontent du travail de Jérôme Powell. Bon voilà, pas plus de choses à dire que ça, on l'a vu. Bien évidemment, l'enjeu de ce week-end, c'est celui-ci. C'est la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, donc organisée en Alaska, qui suscite espoir et scepticisme, surtout d'ailleurs du scepticisme. Lorsque cette semaine j'ai beaucoup lu, à tort peut-être hein, d'ailleurs, beaucoup lu les médias sur ce sujet-là, et honnêtement, il n'y en a aucun qui a le moindre espoir que Donald Trump arrive à trouver une issue et une sortie de crise de la guerre en Ukraine. C'est la raison pour laquelle pour moi il y a quand même de l'espoir. Parce que Trump a énormément de défauts, mais je pense malgré tout que s'il y a bien un homme politique aujourd'hui sur cette terre qui est capable de faire bouger un petit peu Vladimir Poutine, c'est Donald Trump. D'autant que, pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun parmi eux qui n'a intérêt à ce que la guerre se poursuive indéfiniment, évidemment. Volodymyr Zelensky euh, n'y a pas intérêt, évidemment. L'Europe n'y a pas intérêt, évidemment, puisque ça lui coûte une fortune. Les États-Unis n'y ont pas intérêt, évidemment, parce que ça leur coûte une fortune. Et Vladimir Poutine, qui sait quand même, globalement, qui va finir, de toute façon, si ça reste ça, qui va finir très certainement par gagner cette guerre, mais il s'est carrément enlisé là-dedans. Et que, voilà, et donc finalement, il n'y a pas forcément d'issue positive pour qui que ce soit si ça dure. Donc voilà, officiellement c'est un échange destiné à explorer les options de sortie. Officieusement, c'est surtout apparemment une rencontre symbolique. Donc voilà, même la Maison Blanche insiste sur le fait qu'il ne faut pas s'attendre à une percée majeure. On verra. Évidemment, pour moi, ça risque d'être long. Hein. Il va falloir bien sûr beaucoup de discussions. Donc parmi les scénarios hein, qui figurent, les compromis territoriaux, évidemment, comme le Donbass et la Crimée, l'Ukraine refuse catégoriquement toute concession de ce type.
Elle devra en faire, c'est évident, si elle veut la paix, on n'a pas d'autre solution, et un accord inclurait des cessions de territoire jugées inacceptables et dangereux sur le plan stratégique. Donc on verra, c'est là où, évidemment, toute la négociation va avoir de l'importance. Donc les alliés occidentaux, évidemment, sont là, partenaires européens de l'Ukraine, qui sont fermes. Ils sont fermes, mais bon, malheureusement pour eux, ils décident absolument rien. Le dernier mot reviendra aux trois protagonistes, c'est-à-dire Trump, Zelensky et Poutine. Donc ils redoutent un arrangement précipité qui favoriserait Moscou et affaiblirait la position de l'Ukraine. Les dirigeants occidentaux insistent sur le fait qu'un accord durable ne peut être imposé de l'extérieur. Un scénario minimaliste pourrait consister à reconnaître de facto les lignes de fond actuelles et instaurer un cessez-le-feu temporaire. Je crois moins à cette solution-là d'ailleurs, parce que je pense que pour le coup, Poutine y perdrait. Ça, il verrait ça comme la possibilité à l'Ukraine de se renforcer, etc., etc. Donc, pas sûr qu'il soit d'accord pour un cessez-le-feu, Vladimir Poutine. Mais la Russie réclame également des limitations militaires pour l'Ukraine et un assouplissement des sanctions. Parce qu'il souffre, Poutine, des sanctions. Et Trump l'a dit, si la guerre continue, il va encore augmenter les sanctions. Et malgré tout, ça commence à peser. Sans garantie solide et équilibre des concessions, un tel accord risquerait de désavantager Kiev, tout en offrant à Moscou un gain politique important. Pour être crédible, tout accord devrait prévoir un dispositif strict de contrôle et de suivi. Donc voilà un peu le risque le plus réaliste est de voir émerger un statu quo armé, voilà, gelant le conflit sans véritable résolution politique et laissant la Russie dans une position de force. Et ça, Poutine le sait, il sait que quelque part, plus il va faire semblant de négocier, plus il va gagner du temps, et plus il gagne du temps, plus potentiellement il se rapproche de la victoire. Et si victoire il y a, eh bien, les négociations seront forcément en grande défaveur de l'Ukraine. Donc, c'est toute la complexité de ce dossier-là. Tout ça, évidemment, on l'a dit précédemment, pour revenir un petit peu à la macroéconomie dans un contexte où ben, les valorisations sont quand même extrêmement chères, notamment aux États-Unis, et on sait que ces niveaux-là sur le S&P 500, ce niveau de prix-là sur le S&P 500 en général, n'est pas un niveau intéressant pour acheter. D'ailleurs, sur la majorité des big caps américaines, je vois beaucoup là se lancer sur des achats incroyables sur des big caps américaines avec des PER. Alors, je sais qu'il ne faut pas regarder que le PER, mais enfin, quand même, quand on commence à payer des PER de 25, 30, 40, 50, il faut faire attention quand même, soyez prudents. Les probabilités de faire des gains sont quand même pour moi, ou alors allez-y progressivement, voilà, c'est toute la question, gardez un peu de cash. On voit que l'écart depuis le Covid, finalement, eh bien, entre les 10 plus grosses compagnies du S&P 500 et tout le reste s'est accentué. C'est pour moi le principal problème de ce marché, au-delà des valorisations, au-delà de la macroéconomie, au-delà de tout ce que vous pouvez savoir, tout comme moi, et tout ce qu'on a analysé. Pour moi, le principal problème, c'est la surconcentration aux États-Unis. Ça a historiquement toujours posé des problèmes. Ça posera à un moment donné ou à un autre un gros problème. Alors, soit, effectivement, ils essayent de rebalancer, ils essayent de changer les pondérations, etc. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais en réalité, le mal est déjà fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la problématique, c'est que quand vous achetez du S&P 500, si tout le monde achète du S&P 500, vous achetez tous les mêmes valeurs. Et donc, le jour où il y a une des valeurs qui fait chuter, eh bien, voilà, c'est un jeu de domino. C'est ça le problème. Donc voilà, donc il faut faire attention. On le voit également, ce graphique est très intéressant sur les secteurs qui sont valorisés. Vous avez les différentes moyennes, etc. sur 10 ans, 30 ans, etc. Donc ce qui est et le pourcentage de temps où on est au-dessus, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu voilà, les PE moyens. Donc voilà, à suivre un petit peu. Vous avez quand même des secteurs qui sont bien valorisés, d'autres moins. Et dans les secteurs, vous avez après du stock picking à faire. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc pour rappel, bien entendu, donc vous avez vu cette semaine, il y avait une newsletter intéressante sur justement la Fed pour elle. Donc dans la table des investisseurs, on arrive aux 6000. On arrive aux 6000 investisseurs.
Donc merci beaucoup, hein. C'est un grand succès cette newsletter. Beaucoup de compliments de votre part, merci beaucoup. Le suivi du portefeuille Forteresse que vous pouvez répliquer sur Trade Republic en 100% est disponible également. Donc on fera le suivi, bien sûr, à la rentrée, une fois par mois. Vous avez accès à tout, l'actualité, les stratégies, la gestion privée, l'immobilier, les matières premières, et donc la fameuse lettre mensuelle, le gros rapport, une fois par mois. Donc août, il n'y en aura pas. Le prochain sera à la rentrée. Voilà, les amis. Eh bien, l'entrée fut importante. Mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. Alors, le CAC 40, mes chers amis, je mets mes lunettes parce que j'y vois plus rien, hein. Il paraît que c'est la crise de la quarantaine, on voit plus rien. Bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Difficilement, mais il faut l'accepter. Donc, alors, le CAC 40, trêve de plaisanterie. Le CAC 40, pour le moment, ben, tout va plutôt pas mal, on relance. D'ailleurs, vous voyez que on a la moyenne mobile à 10 mois qui se redresse, on est au-dessus, donc on est aussi à long terme. La moyenne mobile à alors on va voir la clôture, mais ça paraît pas mal. À 10 semaines, après 3 semaines de conso, se redresse et on est au-dessus. Donc on est haussier également à moyen terme. Et donc, à court terme, eh bien, on revient là. On revient sur... Donc déjà, la moyenne mobile, on est au-dessus et elle s'est redressée. Et on revient donc sur un gros niveau. Alors là, c'est pareil, hein, sur les réseaux sociaux, les amis. Est-ce que c'est un range? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Est-ce que c'est une figure plutôt comme ça? On s'en fiche, hein, on s'en fiche. Vous avez compris l'idée, grosso modo, il va falloir dépasser cette zone-là, la zone des 7950, 7960. Et si derrière on break, alors là, les amis, pour moi, l'objectif, c'est le top, hein. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, l'objectif, si on arrive à breaker tout ça, cette zone-là, c'est l'enjeu pour moi la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, on arrive à breaker, à s'installer, eh ben derrière, c'est de l'achat. C'est de l'achat pour revenir aux alentours des 8002, 8003, etc., etc. Et après, nous verrons. Ce qui... Alors, autant ça c'était sympa, d'ailleurs certains l'ont vu, hein, la petite congestion avec l'inside bar ici, il y en avait une petite congestion là, une petite congestion là, donc ça nous a bien aidé. Là, il n'y en a pas. Là, il y a trois gaps aussi, etc. Dans, j'imagine, moins de volume. Normal, c'est un mois d'août. Donc, attention quand même à ce petit élan. Parce que, voilà, en général, quand on a des gaps comme ça qui s'enchaînent avec très peu de volume, c'est pas forcément toujours très durable. Il va falloir obligatoirement, je l'espère, une congestion. C'est ce que j'attends, notamment la semaine prochaine. Belle congestion de 2, 3, 4 jours, 3, 4 séances, 5 séances, pourquoi pas. Et après, si on a ça, on break. C'est ce qu'il faut espérer la semaine prochaine. Je le disais pour les cryptos, et notamment pour les bitcoins, il va falloir s'ennuyer la semaine prochaine. Si vous vous ennuyez la semaine prochaine sur les marchés, alors, les amis, ça voudra dire que c'est plutôt également bon signe. Donc voilà pour le CAC 40. Pour le CAC Small, alors vous avez vu, je m'excuse. Alors, vous, ça va pas vous perturber. Je crois que c'est moi que ça perturbe plus qu'autre chose. Là, du coup, c'est le graphique, c'est Pro Real Time, bien sûr, toujours. Mais c'est le graphique, c'est la version complète de Pro Real Time. D'habitude, c'est l'ancienne version que j'ai depuis des années sur Saxo. Mais Saxo merde aujourd'hui, comme la plupart du temps d'ailleurs, ça me gonfle un petit peu. Donc bref, je vous mets du coup, les graphes sont pas forcément toujours les mêmes que ce qu'on a vu. D'ailleurs, je me demande si je vais pas tout basculer là. Donc voilà, peut-être vous en avez même pas rendu compte, mais voilà, donc c'est pour ça que je dis que ça me perturbe peut-être moi, mais au cas où il y ait voilà, à un moment donné, vous dit même, mais c'est pas les mêmes graphes, bah, c'est pas tout à fait les mêmes graphes. Donc voilà, voilà la raison pour laquelle. Mais je pense, comme je l'ai dit, que ça me perturbe plus moi que vous. Je pense que, encore une fois, je ferai tous les changements. Il faut que je m'y mette, que je transfère tout directement sur la version complète. Mais c'est un peu de boulot, voilà, faut les screeners, les machins. Donc voilà, mais le gros avantage, c'est que là, du coup, j'ai accès à tout, notamment aux valeurs espagnoles, notamment aux valeurs italiennes, notamment à tous les indices, au S&P, etc. Donc il va falloir que je m'en occupe. Dès que j'aurai un peu de temps, je m'en occupe. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Mais bon, j'avance donc le CAC Small, hein, attention quand même, voilà, on est un petit peu sur le haut de canal. C'est des opportunités long terme sur le bas de canal, c'est plutôt des zones d'allègement sur le bas. Voilà. Maintenant, lorsque je regarde le small, voilà, il a bien accumulé cette semaine. Ça, c'est plutôt un pattern de continuation. Voilà.
c'est plutôt pas mal, il faut breaker. Mais on fait attention sur le CAC Small. Chaque nouveau plus haut, on peut quand même faire gaffe. D'accord? Mais belle accumulation. Donc on a vous avez vu la différence entre le CAC 40 et le CAC Small cette semaine? Vous avez un CAC 40 qui a fait pam, 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 et vous avez un CAC Small qui lui a bien congestionné. D'ailleurs, il y a un inside bar, etc. Donc voilà. Je crois que on va passer donc aux actions. Nous avons du AXA. Alors je sais que ça vous a plu la semaine dernière. Il y avait beaucoup de graphiques en unité de temps long terme. Donc bah, ce sera un petit peu la même chose cette semaine. AXA qui revient évidemment également sur les sommets. J'ai pas grand chose à dire. Pour moi, c'est pas des niveaux d'opportunité sur AXA. Pour autant, c'est très ferme, hein. Donc éventuellement sur repli et on continue. Ce qu'on avait dit, je crois, il y a quelques mois. Donc voilà, sur repli à proximité du support oblique et vous jouez de la continuation, hein. Donc l'idée globalement, c'est si éventuellement vous avez un repli, vous jouez derrière la continuation. D'accord. Mais globalement, c'est pas de l'achat, ni à moyen, ni à long terme. Bon, DSY, c'est un petit peu la déception, hein, de Dassault. Puisque sur du long terme, on surveillait beaucoup cette zone-là. Vous avez dit, voilà, cette zone-là, c'est une zone très importante qu'il va falloir tenir. On l'a beaucoup travaillé pendant 2-3 mois. Puis derrière, paf, ça lâche. Donc voilà, c'est une très belle valeur. La problématique, bien sûr, de cette valeur, il y en a deux. Le marché n'aime pas trop, a un peu peur de l'IA, un peu comme Téléperformance d'ailleurs. Et surtout, c'est quand même bien valorisé encore. Donc, bien, pour investir, je vous avais dit, bon, cette zone-là, la zone des 30, c'est une première zone intéressante. Il y en a une deuxième qui est plutôt cette zone-là. Cette zone-là, quand même, ce sera pas mal. Là, on reviendrait, hein, si on arrive entre les 17 et les 21, on reviendrait quand même sur une revalorisation, une valorisation, pardon, quand même plus raisonnable. Donc voilà, après, il faut tailler la position, il peut y avoir des événements, etc. Mais globalement, je pense que ça peut être éventuellement pas mal sur cette zone-là. Alors, on passe à Bouygues, qui est également intéressante. Bouygues, alors j'ai quelques convictions, hein. Je vous en avais partagé une, on la verra tout à l'heure avec Arcelor. Mais Bouygues, c'est du pareil au même, hein, pour moi. Bouygues, c'est du pareil au même. On est vraiment sur une zone très intéressante. Il faut vraiment la suivre, Bouygues. Donc, on a eu l'annonce des résultats d'Ironbet, et regardez comme c'est racheté. Donc vraiment, Bouygues, il faut la suivre de près en cas de dépassement des 39,6 euros. On peut avoir derrière un retour sur les 45 et après plus ses affinités. Le graphe long terme est vraiment pas mal. Alors c'est un titre mou, mais c'est un titre historiquement mou depuis 2010 parce qu'il a bien congestionné. Mais c'est un titre qui est capable d'accélérer très fort. On l'a vu en 1999, on l'a vu de 2003 à 2007. Donc c'est un titre qui est capable aussi, peut-être sur de 2003 à 2007, donc en 4 ans, qui est capable de faire 300%. Donc je ne dis pas qu'on va prendre 300%, mais je dis que bah, c'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible qu'on ait là aussi une hausse spectaculaire du titre. Donc là aussi, peut-être que au niveau bien des indices majeurs, on peut avoir là aussi une rotation de long terme. Peut-être qu'on va revenir sur ce genre de titre-là. Dans ce cas de figure, vous avez également Veolia, que j'aime beaucoup. Vous en avez trois là, que j'aime beaucoup, même quatre, même cinq, même plus que ça. En réalité, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Mais vous avez voilà, un truc qui est pas mal. Vous avez donc ce canal haussier. Et ce canal haussier, pour le moment, là où, à contrario, par le passé, vous avez vu, le haut de canal a été vendu. Ben là, le haut de canal, il n'est pas vendu. Il n'est pas vendu et ça congestionne. Alors, il va falloir surveiller de très près parce que là aussi, voilà, si vous arrivez à passer au-dessus des 32,64, vous pouvez avoir de la spéculation. Et vous pouvez avoir tout à coup un canal haussier qui se transforme là aussi en bull market. D'accord? C'est possible qu'on ait aussi, là aussi, des valeurs comme ça, qui sont globalement oubliées depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui explosent à l'os. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je vous montre le scénario qui n'est pas impossible. D'accord? Ok. Donc là aussi, ça se regarde, pour moi, de très près. Bon, donc ensuite, on a ArcelorMittal. Donc voilà, vous avez partagé. J'essaye de me mouiller tous les 6 mois à peu près sur une grosse capitalisation sur laquelle j'ai des convictions. Donc l'année dernière, enfin fin d'année dernière, vous avez proposé Engie. Et là, sur ce semestre-là, enfin ouais, sur le semestre à venir, notamment, alors ça peut être plus long que ça, hein, bien évidemment, hein, mais
je trouve que la config de ArcelorMittal est quand même canonasse. Donc ça me plaît. Donc ça me plaît, voilà. Donc il va falloir, hein, bien sûr, hein, il va falloir breaker. Le plus dur reste à faire, c'est toujours pareil. J'aime vous parler des actions avant. Faire la météo de la veille, bon, ça va bien 2 minutes, mais au bout d'un moment, ça se voit. Et les gens le voient. Donc j'essaye d'éviter, je préfère vous parler lorsqu'il y a des choses intéressantes qui pourraient éventuellement se passer. Et c'est le cas, à mon sens, pour ArcelorMittal. Donc il faudra bien sûr se débarrasser des 32,5, 33 et ensuite relancer. C'est pas mal, c'est la première fois qu'on arrive, on verra la clôture du mois, mais qu'on arriverait potentiellement à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 200 mois, si c'est le cas, et qui est en train de se retourner, si c'est le cas, on peut avoir une belle propulsion. Pareil, comme Bouygues, hein, ArcelorMittal, c'est un titre très mou, d'accord. C'est un titre qui fait rien depuis 2012, donc c'est pas rien, ça fait 13 ans que le titre fait rien, mais c'est un titre qui, par le passé, a été très volatile. D'accord. Donc, ne pas croire que c'est parce que ça fait 13 ans que c'est un titre mou que ça va le rester indéfiniment. Ça peut changer, d'autant que, là aussi, on a une carotte. On a une carotte sur ArcelorMittal. La carotte, c'est quoi? C'est effectivement la guerre en Ukraine. Parce que ArcelorMittal serait certainement concerné, Bouygues aussi. Donc, ça peut faire partie des valeurs qui, tout à coup, donnent de l'intérêt au marché, d'autant qu'en termes de valorisation, c'est pas très cher. Donc là aussi, on peut avoir ce fameux changement de cette rotation au sein des indices majeurs et notamment du CAC. Ensuite, vous avez avec Carrefour. Donc avec Carrefour, on a du mal à être positif pour ceux qui ont la ref, mais malgré tout, c'est pas encore mort. Voilà, c'est pas encore mort. On est toujours sous, bien évidemment, l'oblique, hein, qui fait, on l'avait vu vraiment, qui pose des problèmes au titre, mais on tient toujours. Donc il va falloir, pour moi, évidemment, comme d'hab, il va falloir breaker, il va falloir arriver à construire, il va falloir, bon, il y a pas mal de choses à faire, mais c'est pas mort encore. Donc dans ces cas-là, éventuellement, il faut essayer de rentrer dans l'unité de temps inférieure et essayer de trouver un petit point d'entrée sympa. Voilà. Donc là, on a une espèce de tasse avec anse, on le voit, vous avez cette ligne de coup, donc pourquoi pas. Si éventuellement, semaine prochaine ou dans les jours à venir, vous avez une petite réduction de volatilité, vous tentez ce genre de choses. L'invalidation, vous la mettez sous le pattern ou là, enfin, comme vous voulez. Et ensuite, l'objectif, c'est d'aller chercher, bon, entrée de gap, fermeture du gap, la zone en rouge. Et si plus il y a affinité, alors tant mieux. Voilà, grosso modo, pour Carrefour. Kering, elle n'a pas beaucoup évolué, mais elle est toujours, voilà, elle est toujours là-dedans. Donc on est sur l'oblique, hein, de long terme. Lorsque l'on zoome en unité de temps journalière, voilà, c'est un petit peu plus propre. Donc on est dans la figure. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là pour Kering. Donc il faut se débarrasser, bien entendu, hein. Il faut se débarrasser voilà, des 219, on va dire. Si on arrive à passer les 219, alors effectivement, on pourrait avoir, dépasse cette zone ici, je vous la mets en rouge. À ce moment-là, vous pouvez bien entendu avoir un petit excès, on va dire, spéculatif. Tiens, j'arrive pas à la mettre en rouge, celle-ci. Hop, voilà, ça sera plus propre. Donc il faut dépasser, voilà, grosso modo, la zone en rouge pour relancer. Mais c'est plutôt pas mal encore, hein. C'est plutôt pas mal encore. Donc ça se surveille de près. Unibail, ah, le graphe est canon, hein, Unibail. Ça fait un moment qu'on en parle, Unibail, la fameuse zone, vous savez, euh, ancien support ici, support qui a fait résistance là, et on est en train, regardez, c'est magnifique, on est en train de casser par le haut. Donc ça aussi, c'est un signal quand même intéressant, hein, à regarder, hein. C'est des valeurs vraiment qui se retournent. Donc hyper, hyper, hyper intéressant. Donc on a vraiment un signal intéressant. Donc là, pour moi, hein, Unibail, hein, c'est on charge de l'achat, hein. Congestion, on charge de l'achat, on charge de l'achat, on charge de l'achat. Tant qu'on n'invalide pas tout ça, on charge de l'achat. Ensuite, vous avez Pluxee. Donc là, par contre, Pluxee, il va falloir la zoomer un petit peu plus parce que, évidemment, la cotation est pas vieille. Donc bon, en hebdo, on est là, on est sur le bas de figure. Donc ça se surveille en effet parce que vous avez une congestion qui est en place et qui, ma foi, est sympathique. Donc c'est pas mal, ça se regarde. En réalité, le signal d'achat, il était presque là. Donc on est presque sur le signal d'achat. Donc au-dessus des 18.
Donc ça ressemble à quelque chose. Invalidation, pour moi, hein, vous invalidez là, mais il faut une invalidation courte. Mais le ratio gain-risque, par contre, il est très intéressant sur Plexi. Ensuite, vous avez Amundi. Alors Amundi, pour moi, c'est un range hein, de long terme. Amundi, lorsque vous la prenez en mensuel. Donc voilà, vous voyez, en mensuel, voilà, on est là-dedans. Donc de 2016 à aujourd'hui, vous avez voilà, du gros zigzag. En gros, ça devient intéressant sous les 50. Voilà, dites-vous ça, en accumulation sous les 50 jusqu'aux 40. Donc vous pouvez diviser en deux, en trois cette zone si vous le souhaitez. Et ça devient moins intéressant à proximité. Voilà, au-dessus des 70-75, ça commence à être moins intéressant. Donc là, on est à 65. Vous voyez? Donc, est-ce que le ratio gain-risque est bon? Pour moi, non. Voilà. Est-ce que ça veut dire est-ce que c'est mort qu'on va pas partir au-dessus des 80? Non, bien sûr, on peut, pas de problème. Mais juste le ratio gain-risque, pour moi, il n'est pas intéressant. Pour des investisseurs, traders, c'est pas une valeur avec une grosse amplitude directionnelle, donc pas forcément hyper intéressante. Ensuite, vous avez du De Richebourg, j'en ai un petit peu, on en a un petit peu sur MTT. Je trouve que la config, elle est pas mal. Alors, il y a du positif et du négatif. Je vais vous dire, je commence par le négatif. Le négatif, c'est que on avait ce support ici de long terme qu'on n'est pas allé chercher. Donc, j'aurais bien aimé qu'on le valide avant de jouer le retournement. Bon, maintenant, à court moyen terme, ce qui est par contre très intéressant, c'est qu'on le voit en mensuel, c'est assez clair. Voilà, je vais vous mettre en rouge là aussi. Ce qui est quand même globalement intéressant, c'est qu'on on est arrivé à passer cette zone là. Hop, cette zone de break. Donc on a passé, on a fait la petite congestion, elle est visible en daily. Voilà, un peu plus visible en daily. Voilà, avec notamment la ligne de coup ici. Donc là c'est pas mal. Tout repli peut être effectivement une opportunité d'achat. Ok, avec le signal qui va bien, etc., etc. On continue avec tac 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 tac. Je suis au Rémi Cointreau. Bon, on fait le suivi, celle-là pour le coup. De Rémi. Alors, Rémi, ce qui est intéressant, alors pareil, hein, je vous la mets en unité de temps mensuelle, vous le savez, on n'est pas n'importe où. C'est des zones ici, 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 ici. C'est des zones qui ont toujours fait des réactions, provoqué des réactions. Et donc, on est pas mal, puisque là, ce que j'aime beaucoup sur Rémi Cointreau, c'est ça. Ah, elle est en train de casser par le haut la congestion. J'aurais préféré qu'on reste un peu là. Bon, j'espère qu'elle va pas trop poussé parce que là c'est un trade que je pourrais éventuellement prendre la semaine prochaine. Donc on verra. Voilà, cette belle congestion. Regardez ces petites bougies là. Ça c'est canon. J'ai pas regardé les volumes, mais à mon avis, voilà, sur les volumes, vous voyez, on est quand même sur des volumes très faiblards. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Rémi Cointreau, donc titre à suivre. Objectif d'abord revenir sur les 61. Tout ça a été invalidé, hein, grosso modo, à court terme sous les 49 et à long terme sous les 42. Après Rémi, on a une petite valeur qui est canon, qu'on m'a proposé, c'est Streamwide. Donc je suivais pas mal par le passé. La problématique historique hein, d'ailleurs hein, de Streamwide, c'est que elle est peu liquide. Elle est peu liquide, donc voilà, ça c'est toujours un petit peu embêtant. Mais par contre, elle a voilà, effectivement une configuration qui est vraiment très intéressante. Voilà, on avait cassé ce niveau-là. On a fait un sacré pullback. D'ailleurs, on relance. Alors faites attention, vous devez avoir des volumes historiques d'ailleurs. Voilà, volume historique. Donc faites attention par contre là. Mais oui, par contre, hein, achat systématique hein, sur repli. Donc ça peut être intéressant si vous avez un petit repli dans cette zone-là. Mais oui, la config est canon, il n'y a pas grand-chose à dire. Alphen, alors Alphen, je trouve que c'est une valeur qu'il faut suivre. Pourquoi? Parce qu'on est sur les plus bas. Et pour le moment, on ne veut pas aller plus bas encore. Pour le moment. Ce que j'aime bien sur Alphen, je zoome en unité de temps, parce que c'est du trading, hein, je zoome en unité de temps journalière, c'est ça. Il y a une congestion. Le plus dur reste à faire, il faut breaker. Donc bien sûr, il faut breaker les 11,80 €. Il faut congestionner, consolider, marquer un nouveau pattern et ensuite on aura éventuellement un nouveau départ. Donc est-ce que le pattern sera là? Est-ce qu'il sera là? J'en sais rien, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. D'accord? Donc c'est ça pour moi qu'il faut grosso modo regarder. Ensuite, vous avez du Reworld, Média, ça y est. Voilà. Tout le scénario qu'on avait, regardez les 2 dernières vidéos, tout a été expliqué. Donc d'abord le biseau descendant, vous aviez ici la congestion, je vous ai dit le pullback avec à nouveau la congestion.
Je vous ai dit, c'est ça qu'on attend. Avant, hein, regardez les 2 ou 3 semaines précédentes, vous avez tout le détail. Et donc, je vous ai dit, voilà, il faut la congestion, il faut la réduction de volatilité, il faut la réduction des volumes. Voilà, qu'on avait bien là. Et là, boum, +8. Voilà. C'est clair, hein, regardez. Là, regardez les toutes petites bougies. Et derrière, boum. Donc, voilà, du travail d'horloger, entre guillemets, du classique, du simple, encore une fois. Pas besoin de se prendre la tête. J'en vois certains euh, payer pour acheter des indicateurs. Alors, des screeners, je peux comprendre, parce que des screeners, ça permet. Mais des indicateurs, ne vous emmerdez pas. Il n'y a pas besoin d'indicateurs. Ce que vous propose d'emblée pour Time suffit largement. Vous avez vu les graphiques que je vous propose, il y a combien d'indicateurs? Il y a une moyenne mobile, 2 des fois avec la 10. Les volumes, c'est tout. Ça suffit. Voilà. Le prix, d'accord? Le prix, le mouvement du prix, la volatilité. C'est les 3 éléments clés qu'il vous faut avoir dans vos analyses. Le niveau de prix, le mouvement du prix, la volatilité. Si vous avez ces 3, et vous pouvez compléter avec les volumes. Si vous avez ça, vous avez 99% de votre analyse qui est faite. OK? Donc pour moi, Reward Media, oui, c'est un titre qui est potentiellement en retournement. On démarre. Tout a été fait comme la théorie le souhaite. C'est pas toujours le cas, évidemment. Mais en tout cas, là, c'est quand même assez intéressant. Donc il faut continuer à la suivre. Adyen qui a fait son repli de d'habitude, hein, comme d'habitude. Bon, c'est quelque chose d'habituel. Alors, moi, Adyen, c'est une valeur que j'ai adorée hein, par le passé. J'ai énormément C'est peut-être une valeur que j'ai le plus tradé dans ma vie. Adyen, notamment toutes les années, là, 2019, jusqu'à, même dans la chute, j'avais tradé certainement, jusqu'à voilà, 2021. J'ai tradé presque que ça, notamment en intraday, parce qu'il y avait tout. Il y avait la volatilité, il y avait un carnet d'ordre quand même assez bien rempli, etc. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, Adyen, c'est devenu un titre pénible. Voilà, comme d'autres, c'est un titre qui a changé. Voilà, on le voit depuis 2022, c'est un titre qui fait du zigzag. Donc c'est très chiant, à part vraiment en intraday, sinon c'est un titre très chiant. Voilà, là on fait le repli. 1100, 1140, ça peut être une zone d'achat éventuellement, mais il y en a d'autres. Ça reste bien valorisé, ça reste une belle boîte aussi. Mais voilà, il y a d'autres zones, notamment les 1000 et les 620. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Ça me fait mal au cœur parce que j'ai tellement aimé cette valeur. Mais là, malheureusement, je la traite plus depuis longtemps, hein. Au même titre, ça fait moins longtemps, mais au même titre qu'une Worldline, par exemple, j'ai énormément tradé Worldline, mais c'est devenu malheureusement un titre aujourd'hui qui n'a plus d'intérêt, pas parce qu'elle est baissière. Ça gêne pas de trader un titre baissier en intraday. Ce qui est gênant, c'est que c'est un titre qui est devenu mou, qui est devenu moins liquide, dont les mouvements sont moins nets, moins clairs. Donc, c'est moins intéressant, tout simplement. Donc, il faut savoir, il ne faut pas s'acharner, il faut avoir la capacité de regarder les mouvements de vos actions et de dire, bon, est-ce que les mouvements sont clairs? Oui ou non? S'ils le sont, je continue. S'ils ne le sont pas, j'arrête. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que vous soyez à l'aise sur les titres que vous avez l'habitude de trader. Je parle pour l'intraday, bon, pour le swing et tout ça, c'est différent. Quoique pour le swing, il vaut mieux quand même, dans l'ensemble, trader des valeurs qu'on aime bien. Médian, donc médian technologie, bon, voilà, plus bas historique, donc il y a du rebond. Bon, je zoome un petit peu maintenant à unité de temps journalière, ça se regarde. Vous avez voilà, cette figure-là, on vient faire pullback M200, petite mèche haute du vendredi qui va bien, habituel, je dirais. Bon, le plus dur reste à faire, il faut dépasser tout ça, et puis il faudra construire. Donc ça se surveille, éventuellement semaine prochaine, celle d'après. Si on a une petite congestion par là qui se met en place, on tente le breakout et on tente d'acheter. Michelin, super valeur aussi, mais pas d'opportunité à mon sens. Voilà, c'est un train dossier, magnifique. Il n'y a, voilà, y a pas grand-chose à dire. Opportunité, si et seulement si vous avez un gros repli, proximité MM200 plus support oblique. Et éventuellement, derrière, voilà, on tente. Voilà. Mais c'est de l'achat après, hein. C'est du long terme, c'est de l'achat, hein. Il y a pas de sujet hein, là-dessus, hein, d'accord? Donc, on peut le mettre, je sais pas, comme vous voulez. Je sais même pas si c'est un canal d'ailleurs. Qu'importe, on s'en fout. Mais voilà, l'idée, c'est achat sur repli pour aller chercher autre canal. C'est ça l'idée. Maintenant, c'est un titre également qui est mou, donc plutôt à acheter sur grosse opportunité. Dans un cas presque similaire, vous avez du Publicis également. Alors Publicis, le trend de très long terme, il est là, donc il est très bas.
Maintenant, là, ce que j'aime bien sur le Publicis, c'est que voilà, vous revenez là aussi, petit à petit, voilà, sur une grosse zone, elle est là, hein, voilà, zone de friction ici, 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 là. Donc tout ça peut être pour ceux qui veulent commencer à en accumuler. Alors, soit vous accumulez bêtement et méchamment, soit vous attendez des signaux de reprise, qu'importe. En tout cas, cette zone-là est une première zone. 65, 70, quelque chose comme ça. Voilà, vous regardez après, hein. Par contre, si ça lâche, il faudra être patient et attendre minimum un retour sur les 40, voire plus si affinité. Mais on n'y est pas, et puis c'est pas très bien valorisé, donc enfin, c'est correctement valorisé, c'est pas surévalué, voilà ce que je voulais dire. Donc voilà. ASML Holding, alors traçant, j'ai plutôt vu ce support maintenant, donc ça se regarde aussi, donc c'est très haussier, bien sûr, ASML Holding, il n'y a pas grand chose de plus à dire, donc on est là aussi potentiellement sur un canal haussier, on arrive sur le bas, donc ça se regarde, ça se surveille, mais il faut potentiellement un signal. Ce signal, vous l'aurez en cas notamment de dépassement de l'oblique de long terme qui est ici. Et donc voilà, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir quelque chose comme ça, une petite congestion dans cette zone-là avant de redémarrer et d'avoir quelque chose peut-être comme ça. D'accord? Donc voilà, là, il n'y a pas grand-chose à faire. On voit, ça zigzague, ça poirote, ça fait pas grand-chose. C'est pas le moment, à mon avis, pour moi, hein, d'investir sur ASML Holding. Voilà, sauf sur de très très long terme, voilà. Mais sinon, le market timing n'est pas idéal, idéal, idéal. Osimuno, mais on n'est pas très loin de la zone par contre. Osimuno, je vous la montre en mensuel, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, pas grand chose à dire, c'est un peu de zigzag, tout ça. Par contre, c'est une action qui est vive. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder, de zoomer. Donc, vous avez eu effectivement cette zone de support oblique ici en pointillé. Et là, voilà, on a une belle congestion. On en avait parlé il y a quelques temps de cette congestion-là. Ça devait être probablement au début de l'été. Et donc, derrière, break, pullback, nouvelle congestion ici. Et on relance. Donc, ça, c'est pas mal. À suivre donc. À suivre. Et là, ce que je voudrais idéalement, c'est voilà, quelque chose comme ça, avec une belle congestion, un beau pattern. Et derrière, quelque chose comme ça. Donc, à suivre de près si on a un pattern comme ça qui se met en place dans les semaines à venir. Donc ça se regarde, ouais, en effet, aux immunos. FDJ, donc tout le monde s'est jeté dessus comme des morts de faim, ce qui m'inquiète un peu d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Moi, je pense que on peut faire un nouveau plus bas. Nouveau plus bas récent, hein, pas le plus bas là. Nouveau plus bas récent. Moi, ma zone, elle est plutôt le plus possible à proximité de ce support oblique. Donc, c'est que beaucoup ont acheté. Bon, c'est bien déjà, hein, c'est un bon prix hein, sur du long terme. Mais beaucoup ont acheté sur les 28, 27, 28, 29 plutôt. Moi, j'irai chercher presque les 25, vous voyez. Les 25-24, là, ça peut être une zone. Donc, est-ce qu'on va y aller ou pas? J'en sais rien, mais c'est plutôt celle-là sur laquelle j'attendrai potentiellement un rebond technique. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Vous avez une petite valeur qui s'appelle Wadix, qui est canon, qui a bien progressé. Donc, on est en mensuel, données mensuelles, là aussi, vous avez vu la pertinence toujours, le support et résistance, ça marche beaucoup sur les unités de temps très longues. Arrêtez de tracer des supports et des résistances en unité de temps journalier, 4 heures, 2 heures, 1 heure, ça sert à rien, c'est du bruit, ça marche pas du tout. Donc c'est là où au contraire vous avez les fonds qui cassent les supports et les résistances pour chercher l'équité, ça sert à rien. Donc c'est plus là, voilà, sur ces unités de temps là, où là par contre vous avez un petit peu plus de pertinence. Voilà, vous avez des choses comme ça. On est arrivé ici à breaker, donc c'est pas mal. Par contre, attention, là pour moi, on a fait un gros bout de chemin. Donc on peut, oui, viser les 29, 30 euros et tout ça, pourquoi pas. Mais le ratio gain-risque n'est pas bon. Donc, uniquement en unité de temps court terme, si vous avez des patterns comme vous avez pu avoir ici, comme vous avez pu avoir, bon là il y avait une mèche, c'était pas très beau, mais là il y en avait un beau par exemple, etc. Que si vous avez ce genre de choses, vous pouvez éventuellement tenter. Donc là, éventuellement, si vous avez également quelque chose qui ressemble à ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous pouvez éventuellement également tenter quelque chose. Ok? VK, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas pour le moment. Elle aime bien, mais elle veut pas. Donc vous avez donc unité de temps long terme, on connaît le graphe, etc. Moi, pour en revenir avec ArcelorMittal, je pense qu'il y aura une OPA tôt ou tard sur Vallourec. Donc c'est pour ça que pour moi il y a une carotte, c'est intéressant. Mais pour le moment, voilà, elle n'a pas fait une belle semaine. Elle congestionne, oui, mais elle n'a pas fait une belle semaine. Il faut sortir. Il faut sortir de là la semaine prochaine. Il faut arriver à dépasser les 16,18 €, 16,20 €, 16,30 €. Essayer de revenir sur la partie supérieure de ce range-là. Voilà, revenir s'installer au-dessus et après éventuellement breaker. Donc on n'y est pas encore. Pour le moment, c'est pas
terriblos, terriblos. Ça n'a pas lâché, mais c'est pas terrible, terrible. Ensuite, vous avez du nano qui a super bien progressé, pardonnez-moi. Voilà, Canon, Nano, on en a beaucoup parlé. Vous avez proposé l'achat, voilà, lorsque ben, voilà, elle a breaké, elle a progressé, je crois, de 50%, quelque chose comme ça depuis, voilà, 47%. Donc vraiment pas mal. Là, vous aviez une nouvelle opportunité qui s'est dessinée avec une belle congestion. Là aussi, voilà, réduction des volumes. Regardez les volumes ici. Sur cette bougie-là, ils étaient très très faibles. Et derrière, ça a breaké. Bon, vous connaissez les setups. Donc voilà, on arrive toutefois sur une zone d'objectif qui est là. Voilà, les 7,20 €, 7,30 €. Il y en a une deuxième par là. Et après, on verra. Mais ça me semble déjà pas mal. Sauf si il y a du news flow, etc. Évidemment. Ensuite, vous avez du pull-up qui est vraiment canon aussi, très intéressante. Pull-up, j'espère qu'elle n'a pas trop démarré. Non, elle n'a pas trop démarré encore. Donc voilà, ça se surveille, ça se regarde. On a retourné, voilà, on la surveille depuis un petit moment. Celle-ci, je vous l'avais déjà partagée. Le plus dur reste à faire, mais il faudra dépasser les 25 € pour relancer. Et éventuellement, on peut avoir un petit peu de spécul là-dessus. Emis, l'Adobe d'Orpea, eh bien, elle se réveille. Nous, on en a un petit peu également sur le salon. Moi, je trouve que c'est intéressant. On a retourné la M200. On a fait le premier pattern au-dessus. Cas classique. Le jour où je ferai un livre, ben, je la mettrai dedans Emeis. Bon, je déconne, j'ai la flemme de faire un livre. C'est long de faire un livre. Certains me disent pourquoi tu fais pas un livre? Non, c'est bon. Je fais assez de choses là. Pour le moment, laissez-moi tranquille. Sauf s'il y a beaucoup d'images. Voilà, un livre imagé. Une BD, je vais faire une BD, peut-être ça peut être sympa. Bref, j'ai de l'humour aujourd'hui, vous voyez. Ma femme se régale. Si éventuellement on arrive à breaker, ça peut être pas mal. En tout cas, franchement, le pattern, il est canon. Il est canon, donc éventuellement revenir d'abord aux alentours des 15 € et ensuite aux alentours des 18 €. Donc ça se regarde. On passe aux States avec Visa. Bah, moi, je suis pas acheteur sur Visa, toujours pas acheteur sur Visa. Donc il n'y a rien à dire, c'est ferme, tout ce que vous voulez. Si vous en avez, il n'y a pas de raison de sortir, mais vous le voyez, très franchement, voilà, c'est pas forcément un niveau d'opportunité forte sur Visa. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter. On peut même fabriquer un petit canal qui peut tenir quelques temps, voilà, mais on peut avoir aussi, voilà, encore une fois, il faut bien comprendre que ça peut mettre du temps avant de baisser pour un repli. Hop, pardon, un repli, on repart à la hausse, un repli, on repart à la hausse, et derrière, vous avez la chute. Donc, vous avez encore un potentiel, vous pouvez passer de 340 jusqu'à 440, ou pas loin. Donc, ça fait quand même un potentiel quand même qui est encore existant. Je m'aperçois que j'en ai oublié pas mal, oui, comme d'habitude. Donc, avant de... je viens de voir qu'en fait, j'étais passé directement de ADN Ouais, donc j'ai oublié, pardon, je reviens en arrière. Deux CRSI, ça m'étonnait. C'est rare que j'en oublie beaucoup, mais là, j'en ai quand même oublié beaucoup, j'ai fait fort. Bon, deux CRSI, il n'y a pas grand-chose à dire sur deux CRSI. Voilà, depuis qu'on a breaké cette zone-là, c'est à chaque fois de l'achat. Donc, il faut surveiller ce pattern-là pour éventuellement recommencer. D'accord? Donc, plutôt pas mal. Ensuite, vous avez Solocal, dont on avait parlé, qui a bien breaké. Alors, voilà, vous avez parlé de ce break-là. Derrière, il y a eu énormément voilà, du pump. Ça, c'est très intéressant. À suivre de très près, Solocal, la semaine prochaine. Vous avez Worldline, donc Worldline, voilà, qui est ici. Donc il y a vraiment rien à faire pour le moment sur Worldline, c'est baissier. Donc voilà, petite astuce sur Worldline, vous mettez en données hebdo. Et tant que vous n'avez pas une... voilà, tant que vous êtes capé par la M10, voilà, comme là, vous ne tradez pas. Donc ça, éventuellement, vous pouvez tenter. Ça, éventuellement, vous pouvez tenter. Ça, éventuellement, vous pouvez tenter. Mais lorsqu'on est sous la M10 qui est baissière, hebdo, ne tentez rien. Donc il n'y a rien à faire. Même en intraday, je vous dis, c'est très compliqué. Donc voilà un petit peu pour, pour Worldline médian. On l'a fait, je vous en ai parlé. Donc voilà, là du coup, j'ai repris le fil. Donc je repars, pardonnez-moi, aux États-Unis, mais après je me serais fait engueuler dans les commentaires. On dit ah, t'as oublié. Parce que ouais, vous avez raison de m'engueuler. United Health. Donc, ben nous, on est à l'achat sur United Health parce que, alors je fais jamais de pub, mais là pour le coup, allez, je vais faire un tout petit peu de pub. Sur les programmes MTT, je donne, voilà, je vous partage, hein, je propose voilà, des analyses long terme, vous voyez. Et donc là, nous, on avait proposé, voilà, on avait proposé la zone des 210
à 255, il y a... Pouf, elle date de quand cette analyse? 15 mai, ouais, c'était il y a 3 mois, quoi. Donc, effectivement, 210 à 255, ben, vous voyez, on a fait 233, donc on était plutôt pas mal. Bon, voilà, pour vous montrer quelques analyses que je fais, on avait parlé également de PepsiCo. Voilà, PepsiCo, donc on propose, voilà, on propose des zones, enfin, je propose hein, des zones d'accumulation pour les ports termes. Voilà un petit peu sur le Discord ce qu'on propose. Donc voilà, le pré-open d'ailleurs sur UNH, là il est à plus 12%, donc ouais, c'est vraiment pas mal. Ensuite, Novo, alors Novo, pareil, on est passé à l'achat long terme, donc sur MTT, c'est de l'accumulation. Voilà, c'est de l'accumulation. Alors après, il faut le découper comme vous voulez, mais pour moi, quand même, globalement, hein, tout ça, c'est quand même une belle zone d'accumulation. Sous les 47 jusqu'aux 30, c'est une belle zone d'accumulation. Après, à vous de voir comment vous dispatchez votre cash. Mais voilà, on commence quand même à être des niveaux de valo qui interpellent. Ensuite, vous avez du D-Wave. Du D-Wave, hop, je vais mettre Wave, ça va passer. Donc du D-Wave que, ouais, alors c'est canon, hein, canon aussi, super grave maintenant. Plutôt pour du trading hein, sur D-Wave. Voilà, éventuellement, vous pouvez avoir le faux breakout ici. Donc éventuellement une petite congestion qui peut être sympa si vous l'avez la semaine prochaine pour pouvoir jouer la cassure dans cette zone. Why not? Ensuite, vous avez, alors celle-là elle est pas mal, vous avez du Stoneco. Stoneco, la vue long terme, elle est jolie avec, voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas le break ici des 16 euros, 16 dollars, pardon, 16 euros, 16 dollars, 76 dollars 70, je vais y arriver, peut être éventuellement un signal intéressant à exploiter. AMD, on arrive sur les zones d'objectif que vous avez proposé. Hein. Vous avez proposé à l'époque un achat ici sur le bas de canal, vente en haut, donc ou plutôt allègement ou suivi de tendance, vous avez compris. Mais globalement, c'est ça l'idée. Donc voilà pour AMD et enfin Nvidia qui n'a pas fait grand-chose depuis quelques semaines, qui ne donne pas de signe de faiblesse hein, malgré tout mais qui est sur le haut de canal, donc pas vraiment non plus une belle opportunité. J'ai oublié Apple, que en revanche, vous avez proposé comme titre qui, pour moi, va tenir les indices américains ces prochaines semaines. Alors, je l'avais dit déjà il y a 15 jours, ça a été le cas les 15 jours suivants, mais je pense que ça peut continuer et on peut aller chercher notamment la zone des 250. Plutôt pas mal Apple. Et pour les titres à suivre, il y en a 5. Les deux premiers qui sont plutôt des grosses capitalisations puisqu'il s'agit de Sartorius à long terme. Vous voyez qu'il y a ce repli sur le bas de canal, donc à suivre, notamment pour les investisseurs, mais également pour les traders, si vous avez des réductions de volatilité qui apparaissent la semaine prochaine ou la suivante. Donc ça se regarde de près. La deuxième, c'est Christian Dior, j'adore, forcément. Donc pas mal, intéressante. On est sur une zone de support oblique de très long terme. Vous avez également une belle congestion qui est en place. On la voit d'autant plus en unité de temps journalière. Voilà, avec cette belle congestion. Il faut breaker tout ça par le haut, donc redépasser les 476 euros pour pouvoir éventuellement aller plus haut. Ensuite, vous avez du solution 30 un peu plus spéculative, mais qui est en cours de retracement. Il faudra dépasser ici les 1,80 € journaliers. Je vous la montre en mensuel parce qu'en mensuel, c'est encore plus parlant à mon sens, avec notamment le biseau descendant. La congestion, je vous en ai parlé déjà il y a un mois ou deux, mais on est toujours là-dessus pour moi sur Solution 30. Ensuite, vous en avez encore deux qui sont spéculatifs Galapagos, que j'ai beaucoup tradé aussi par le passé. À l'époque, il y avait un super trend, hein, voilà, il était là le trend sur Galapagos, donc de 2015 jusqu'à 2020. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Et puis, il y a eu cette immense chute, mais elle semble vouloir se stabiliser cette chute avec un beau range. Je vous en avais parlé il y a un mois ou quelque chose comme ça. Et donc, éventuellement, vous pouvez mettre en place une stratégie de trading. Voilà, on la voit mieux comme ça, espèce de pattern sur repli
ou alors carrément jouer tout de suite l'agressivité au-dessus des 27,80 € avec des invalidations plus ou moins agressives. Ça, c'est à vous évidemment de voir, hein. Je vous mets des invalidations comme ça à la va-vite, mais en réalité, il faudrait affiner par rapport à votre profil, votre taille de position, tout un tas de choses évidemment. Et puis la dernière, mais qui je crois est légèrement partie ce matin, que je voulais vous présenter, c'est Fermentalg. Voilà, légèrement, il y a encore un peu de... Voilà, on est en train de revenir, alors c'est spéculatif, mais vous avez cette zone éventuellement à breaker des 55 centimes et après vous pouvez avoir un petit peu de spéculation jusqu'au 57, jusqu'au 58 et éventuellement jusqu'au 72. Au niveau du screener trend following, le voici, donc le voilà. Hop, je vous mets la liste complète. Voilà, toujours un petit peu les mêmes. Il y a quelques entrées, il y a quelques sorties, mais globalement ce sont les mêmes. Voilà un petit peu les différentes performances sur les 6 derniers mois par rapport à des tendances qui sont encore actuellement haussières sur ces titres. Donc n'hésitez pas, quand les indices évidemment baissent, en général, quand ça redémarre, on redémarre sur une majorité de ces actions-là, à condition bien entendu d'avoir les setups qui sont associés pour entrer avec un bon ratio gain risque, un petit stop, etc., etc. Bref, vous connaissez la musique. Eh bien, écoutez les amis, j'ai été ravi de vous retrouver dans cette vidéo hebdo. Il y aura encore pas mal de formats et de nouveautés à la rentrée, comme je vous l'ai dit. Beaucoup de choses positives, du moins je l'espère, mais c'est grâce à vous, c'est grâce à, encore une fois, à vos partages, à vos likes sur les réseaux. Je vois qu'il voilà, y a de plus en plus de monde qui relaie ces vidéos-là. Croyez-moi, c'est véritablement ce qui me donne la force et la motivation de continuer. C'est pas tous les jours facile, pour être honnête. Pas tous les vendredis qu'on a envie de faire la vidéo. On a plutôt envie de profiter de son week-end le plus rapidement possible. Mais si je suis toujours là, c'est pour vous, grâce à vous. Donc merci beaucoup pour toute cette énergie que vous me transmettez. Il est temps pour moi de vous souhaiter un bon week-end, familial ou amical. 3 jours, je l'espère, qui seront eh bien, 3 jours de bonheur pour vous et vos proches. Je vous embrasse bien fort et si tout va bien, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. A plus, bon week-end.